bosembo mboka na biso ezali lokumu na mapembe ya libanga. À chaque crise en République démocratique du Congo, un mot revient comme une incantation. Dialogue. Dialogue politique. Dialogue national. Dialogue de sortie des crises. Mais, à force de dialoguer sans jamais transformer, une question dérangeante s'impose. Dialoguons-nous pour construire la nation ou pour gérer la crise permanente? Depuis plus de 20 ans, la République démocratique du Congo enchaîne des dialogues et pourtant, l'État reste fragile, la cohésion nationale fissurée et le quotidien du citoyen, lui, ne change presque pas. Alors, faut-il encore dialoguer ou faut-il enfin avoir le courage de changer la nature même du dialogue? Bonjour à tous et bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, sur Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City. Regard sur la République démocratique du Congo est votre émission qui analyse l'actualité politique congolaise avec recul, rigueur et indépendance. Aujourd'hui, nous abordons un sujet récurrent, presque automatique dans la vie politique congolaise, le dialogue intercongolais. À chaque crise sécuritaire, institutionnelle ou électorale, une même solution revient, dialoguer. Mais une question essentielle mérite enfin d'être posée clairement. Dialoguer pour quoi faire? Et surtout, dans quel intérêt et dans l'intérêt de qui? Car à force de dialoguer sans jamais transformer, le Congo semble prisonnier d'un cycle politique qui se répète sans produire ni État fort ni nation cohésive. Le thème au cœur de l'actualité et de l'histoire récente du pays est le dialogue politique dans un contexte d'insécurité permanente. Mais que reste-t-il vraiment de ces dialogues successifs alors que les millions de Congolais vivent encore sous les menaces des armes? Sont-ils des outils de paix ou des mécanismes de survie pour l'élite politique congolaise? Notre réflexion de ce jour s'articulera autour de 6 points sur le plan suivant. D'abord, point 1, dialogue, un réflexe politique vidé de sens. Ensuite, point 2, le coût politique et moral du dialogue de partage. Puis, point 3, interpellation directe au pouvoir. Point 4, pour un dialogue de gestion ou un dialogue de refondation. Point 5, un choix historique. Et enfin, point 6, Tshisekedi face à l'appel au nouveau dialogue. Commençons donc avec le point 1. Dialogue, un réflexe politique vidé de tout son sens. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo a connu plusieurs dialogues politiques majeurs. Dans l'imaginaire collectif, le dialogue est censé être un outil de paix, de consensus et de réconciliation nationale. Mais, dans la pratique, que constatons-nous? Ça crée ce que nous appelons la méfiance dans le chef du Congolais lambda. Pourquoi? Parce que des dialogues conçus comme des espaces de négociation entre élites politiques, ces mêmes dialogues congolais, ce sont des compromis politiques temporaires qui sont pour une distribution de postes et très rarement pour des réformes structurelles durables. Le dialogue est devenu un réflexe politique paresseux, une réponse automatique à des crises profondes sans remise en question du système qui les produit. Et comme résultat, l'État reste fragile, la nation divisée et les citoyens congolais spectateurs d'arrangements qui ne changent rien à leur quotidien. Alors, nous passons maintenant au point du coût politique et moral de ces partages de pouvoir. Ces dialogues ont produit une conséquence majeure rarement assumée, la normalisation de la culture des gains faciles. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, être en politique signifie 1. Accéder rapidement aux ressources pour s'enrichir sans le moindre effort. Obtenir des postes au gouvernement ou dans des institutions, surtout étatiques, afin de sécuriser ses privilèges.
ce qui est dommage en République démocratique du Congo, raison pour laquelle vous allez constater des professeurs, des médecins, des infirmiers, des mécaniciens, des ingénieurs, ils abandonnent leur filière de formation pour se faire tous politiciens. C'est rocambolesque. La politique n'est plus perçue comme un service public, mais comme un outil d'accession personnelle. Et conséquemment, cette dérive a affaibli le sens de l'État, discrédité les institutions de l'État, érodé la confiance entre citoyens et gouvernants et surtout, elle a vidé le dialogue de sa substance. Car dialoguer sans vision nationale, c'est gérer des intérêts des individus, pas pour construire une nation. Et nous devons nous départir de cette façon de réclamer des dialogues insensés sans but nationaliste. Alors, parlons un peu comment on peut interpeller les politiques congolais. C'est ici que l'interpellation devient très nécessaire et très utile. Au président de la République, aux mesdames et messieurs de membres du gouvernement, aux parlementaires, à l'opposition, à la société civile et pourquoi pas à l'Église. Le pays a le droit de vous poser ces questions, chers acteurs politiques à tous les niveaux, à l'opposition comme au gouvernement et dans le milieu de société civile. Le pays a le droit de vous poser ces questions. Pourquoi réclamer ou convoquer encore un dialogue si les causes profondes des crises précédentes ne sont jamais traitées? Pourquoi dialoguer si l'issue est connue d'avance, un partage de pouvoir entre élites politiques congolaises? Les dialogues passés ont-ils refondé l'État? Les dialogues passés ont-ils renforcé la cohésion nationale? Est-ce que les dialogues passés ont amélioré les conditions de vie des Congolais? Ou ont-ils surtout servi à prolonger les systèmes politiques en crise? Le peuple congolais peut-il encore croire à un dialogue qui ne remet pas en cause la prédation économique, l'impunité, l'hypercentralisation du pouvoir? De tout ce que nous venons de décrire ici haut, moi personnellement, je suis de mèche avec le président Félix Tshisekedi qui hésite de convoquer un nouveau dialogue sans ordre du jour précis. C'est puisque tout le monde veut qu'on se rencontre, tout le monde veut qu'on fasse comme on l'a fait dans le passé et ça devient un style vide, un style sans intérêt national. Plus question de partage de pouvoir car à ce moment précis, il n'y a aucune crise institutionnelle. Si jamais il y a dialogue, il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a aucune raison d'aller là-bas pour se partager le pouvoir, pour avoir de nouveaux animateurs. Comment pouvez-vous vous imaginer, chères auditrices, chers auditeurs, un pays comme la République démocratique du Congo qui est en crise économique permanente. Vous avez 500 députés nationaux. Vous avez 100 sénateurs. Ça fait 600 personnes qui ne font presque rien. Ensuite, vous avez un gouvernement pléthorique. Vous êtes aux États-Unis, vous allez en France, vous allez au Canada, les ministres ne dépassent pas 30. Mais quel est l'intérêt d'avoir près de 60 ministres dans un pays comme la République démocratique du Congo? Nous avons beaucoup plus des institutions improductives qu'avoir des industries techniques, agricoles pour la production et pour faire avancer l'économie congolaise. On crée des institutions, on crée des bureaux, on crée des secteurs improductifs où vous avez des gens qui sont directeurs de ceci, cela, mais ils ne produisent rien si pas la corruption et des salaires inutiles. Alors ici, nous sommes dans un cadre très précis. Si jamais il y a dialogue, que ce dialogue d'abord écarte toute éventualité de partage de pouvoir. Et là, je reviens pour paraphraser encore une fois M. Félix Tshisekedi qui a dit « Le dialogue doit être permanent et nous en appelons à cet instant à la tenue d'un dialogue sur le fond que nous décrivons dans les minutes qui suivent. » Parlons donc pour un dialogue de gestion ou un dialogue de refondation. Il faut le dire sans embâche. Le Congo n'a pas besoin d'un autre dialogue, ou du moins d'un dialogue de plus, mais d'un dialogue autrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Si dialogue doit y avoir, il doit être un dialogue refondateur, un dialogue
contraignant, un dialogue orienté vers l'intérêt national. Ceci dit, cela implique un ordre du jour non négociable, centré sur les priorités fondamentales suivantes. A. La nationalité et la souveraineté nationale. Donc, pendant ce dialogue, il faut parler comment créer la République démocratique du Congo comme un État-nation, c'est-à-dire réfléchir comment bâtir une cohésion entre filles et fils du pays, favoriser l'amour patriotique. Il y a des gens qui ont honte de se dire congolais. Nous devons être un seul pays, un seul peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ce même peuple. Oh Mulubawana, oh Muswahiliwana. Que cela cesse. Nous sommes un peuple d'une même nation, d'un même pays. Et ceci m'amène à la question suivante. Quand cette question sera-t-elle enfin abordée sans calcul politique? Du temps de Mobutu, on pouvait être gouverneur d'une province sans qu'elle soit la province d'origine. Et même, province d'origine. Chers amis, la plupart d'entre nous, nous sommes nés en dehors des provinces d'origine de nos grands-parents, puisque certains même de nos parents sont nés aussi en dehors des provinces de leurs parents. Alors, ici un exemple banal. Lors du procès de 100 jours, il y a une fille qui était appelée à la barre. Pour l'identifier, on pose des questions province d'origine. La fille elle ouvre un petit papier, elle commence à lire ce que son papa lui a écrit. Et cette fille n'est pas née dans cette province, ni même son papa. La fille ne connaît pas la province, ne connaît pas le territoire, ne connaît pas les secteurs, ne connaît pas le village. Maintenant, il faudrait qu'elle commence à lire ça. Elle n'a jamais été là et peut-être qu'elle n'y sera même pas. Et vous voulez qu'elle s'identifie à ce terroir. Est-ce qu'on est sérieux? Cette histoire, c'était créée par le Belge juste pour diviser. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo du XXIe siècle, on continue à créer des fichiers d'identification avec le province d'origine, commune d'origine, territoire d'origine, village d'origine, secteur d'origine. C'est quoi ça? En quoi ça avance le pays? Non, je pense qu'on devrait revoir cette histoire qui n'avance pas le pays, qui essaye de nous diviser inutilement. Quand est-ce que cette question sera-t-elle abordée sans calcul politique? Quand est-ce que cette question cessera d'être posée aux gens qui ne connaissent pas les origines de leurs parents ni des grands-parents? Ils sont nés ailleurs. Une nation ne se construit pas sur des ambiguïtés identitaires permanentes, selon les couleurs tribales ou des couleurs régionales. Ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un ta province d'origine, ton secteur d'origine, ton village d'origine, quelqu'un qui n'a jamais été là et qui ne sera jamais là-bas. Donc ces histoires-là, ça doit s'arrêter. Nous sommes Congolais et on restera Congolais. Point B, nous faudrait que le dialogue à venir puisse se centrer sur la répartition équitable des ressources nationales. Comment justifier qu'un pays aussi riche comme la République démocratique du Congo, mais la majorité de son peuple reste aussi pauvre que la pauvreté elle-même, c'est-à-dire clochardisée? À qui profitent réellement les ressources nationales? Pas aux étrangers et à une minorité de citoyens congolais. Les étrangers, on citerait ici les Chinois, les Indo-Pakistanais et d'autres gens d'autres pays qui viennent s'enrichir sur notre pays, nous traiter comme des esclaves, nous fouetter pour avoir des miettes de salaire. Et cela en connivence avec certains des dirigeants congolais. Un groupe de Congolais qui se permettent de tout avoir et d'autres n'ont presque rien, cela crée la haine, la division sociale. Et par voie de conséquence, vous avez aujourd'hui les Koulouna, vous avez aujourd'hui le banditisme urbain, vous avez aujourd'hui des tueries et des vols à main armée. Ceci, c'est à cause de cette division injuste des ressources du pays. Enfin, mettre en action une décentralisation réelle, et c'est constitutionnel. Tout ne doit pas être coordonné ou acté par et à partir de Kinshasa seulement. Toutes les filles, tous les fils de la nation congolaise doivent être actrices et acteurs du développement de leur entité respective qui
au gouvernement central de pourvoir les moyens et le contrôle. On ne doit pas construire un bâtiment à Kabondo Dianda et c'est un conseiller et c'est un ministre et c'est un je ne sais quoi qui doit quitter Kinshasa pour aller superviser ces travaux-là avec l'argent dans sa mallette. Ça n'a pas de sens. Alors, nous arrivons au cœur du débat. Si le dialogue actuel ne suffit pas, que faudra-t-il changer? 1. Il faut sortir du dialogue de gestion. Tant que l'objectif principal reste la stabilisation des coalitions et des distributions de pouvoir, les dialogues ne feront que prolonger un système déjà contesté. 2. Construire un dialogue de refondation. Et pour cela, il faut se poser des questions de fond et à l'issue du dialogue intercongolais, on devra avoir des réponses claires aux questions suivantes. 1. Est-ce que la République démocratique du Congo est une nation aujourd'hui? 2. Que faire pour que cette République démocratique du Congo soit réellement une nation aujourd'hui? 3. Comment garantir la sécurité de chaque citoyen vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo? Et puis, 4. Qui contrôle réellement les ressources du pays? La pauvreté et les inégalités sociales sont à la base de crimes surtout urbains et de la haine entre citoyens. Et enfin, 5. Pourquoi la justice, la sécurité des populations, la souveraineté et la lutte contre l'impunité ne sont pas au centre de la gestion du pays? C'est l'arbitraire, sinon à la marge des discussions. Prévoir des engagements contraignants pour la réussite d'un tel dialogue. Passer des déclarations générales à des mesures datées, vérifiables, avec des mécanismes de suivi indépendants et des conséquences en cas de non-respect. Vous allez comprendre qu'un tel dialogue serait plus risqué pour le groupe de ceux qui profitent du statu quo, mais il serait plus crédible et profitable pour ceux qui vivent la crise au quotidien. Alors, quelles sont mes observations? Quand est-ce que la Constitution cessera-t-elle d'être un texte symbolique? La centralisation excessive nourrit corruption, irresponsabilité et sous-développement. Donc, il faut décentraliser la gestion du pays à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et avant tout partage du pouvoir, il faut reconstruire d'abord l'État et refonder la nation. Nous devons être un État-nation. C'est-à-dire créer une nation, faire de la République démocratique du Congo une nation, pas seulement un État. C'est plus simple que ça. Enfin, parlons maintenant du dialogue à l'état actuel. Tshisekedi face au nouveau dialogue, méfiance et calcul politique. On n'apprend jamais à un vieux singe à faire des grimaces dans l'arbre du temps. Félix Tshisekedi, il est habitué à ces appels de dialogue. Il était dans l'opposition, il était un des ténors de gens qui cherchaient dialogue à tout moment qu'il fallait créer. Et maintenant, vous voulez que lui, aujourd'hui, puisse être manipulé de la même manière que tout le monde a manipulé le gouvernement de Kabila. Non, il connaît les jeux, c'est-à-dire il connaît le joueur et son jeu, il connaît ce que vous cherchez et il sait comment vous tacler. Donc, cela ne veut pas dire que je suis d'accord qu'il n'y ait pas de dialogue. Selon moi, le dialogue doit avoir lieu. Nous devons avoir un dialogue, mais il faudrait maintenant essayer de recadrer que ce dialogue soit un dialogue réellement national. Au cœur de l'actualité, un point sensible, la position du président Félix Tshisekedi face à l'appel à un nouveau dialogue porté par l'opposition et une partie de la société civile, notamment la CENCO et le CC. Aujourd'hui, le chef de l'État paraît plutôt hostile à ce type de dialogue national tel qu'il est formulé par ses acteurs ou les demandeurs. Plusieurs éléments impliquent cette attitude de M. Félix-Antoine Tshisekedi. 1. Refus d'une nouvelle transition. Le pouvoir redoute un cadre qui ressemblerait aux grandes conférences passées, pouvant déboucher à une remise en cause des institutions issues des dernières élections. Comme je le dis, il n'y a pas de crise institutionnelle. Puis, pour la présidence, accepter un tel dialogue reviendrait à fragiliser la légitimité des institutions actuelles et à rouvrir la question de la gouvernance au sommet.
Alors, deuxième crainte, la méfiance vis-à-vis d'un pilotage par l'Église et la société civile. Des plateformes comme la Senko et l'ECC sont perçues comme influentes, parfois critiques et proches des revendications de l'opposition. Le pouvoir crée ensuite un forum où l'agenda lui échapperait et où l'exécutif se retrouverait en position de défense face à une coalition opposition politique, groupes religieux et société civile. Et troisième élément qui met Félix Tshisekedi en réserve, c'est la crainte d'un dialogue focalisé sur le partage de postes. Officiellement, la présidence critique l'idée d'un dialogue qui aboutirait, encore une fois, à un élargissement d'un gouvernement ou de la redistribution des responsabilités aux opposants. L'argument avancé par la présidence est que le pays n'a plus besoin d'un marché de postes, mais d'efficacité dans l'action publique et de restauration de l'autorité de l'État. En même temps, il faut le dire, Félix Tshisekedi ne ferme pas totalement la porte à toute forme de discussion. Effectivement, il privilège le format le plus ciblé et contrôlé. Concertation sur la sécurité de l'Est qui est le problème épineux. Rencontre avec certains partis politiques, on les fait, donc ça doit être un dialogue au jour le jour. Médiation régionale sous l'égide d'autres chefs d'État. C'est ce qu'on fait avec le Togo. Et il n'y a pas longtemps, la semaine passée, vous avez appris qu'il y avait des réunions en Angola, en Zambie, et le week-end passé, il y a eu hier pratiquement au Togo. Mais ces gens, pourquoi se rencontrent-ils dans des capitales de pays étrangers? Nous connaissons l'ennemi, nous connaissons l'agresseur. Pourquoi on ne peut pas prendre une décision simple, aller là où la personne est, puisque actuellement avec la technologie, on peut identifier où se trouvent les Rwandais sur nos sols. Pourquoi ne pas les attaquer frontalement, le mettre hors du territoire national et le problème va se résoudre? Mais vous avez des réunions en réunion dans des capitales, les gens avec des vestes, avec des cravates, ils se succèdent dans chaque capitale aujourd'hui et ce sont des millions de dollars qu'on est en train de brûler. Ces gens, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas là pour le peuple congolais. Ils ne sont pas là pour la paix en RDC. Mais ces gens qui se réunissent dans toutes ces capitales du monde pour parler du Congo, donc ils font l'histoire du Congo sans les Congolais et ils le font contre nous. Moi, je ne comprends plus rien. Vous vous réunissez en Zambie, en Angola, au Togo, à Doha, à Washington, sans résoudre le problème. Et vous connaissez que le petit Rwanda qui dérange est facilement identifiable et vous pouvez les localiser avec les drones où ils sont au Congo et les mettre hors d'état de nuire. En revanche, Félix Tshisekedi refuse un grand dialogue national inclusif tel que le conçoivent l'opposition, la Senko, l'ECC et ceux qui entretiennent une tension politique et morale. Pour Félix Antoine Tshisekedi, il s'agit de se protéger d'un processus jugé incertain et potentiellement déstabilisateur. En conclusion, chères auditrices, chers auditeurs, le peuple congolais n'a plus besoin d'un slogan politique, il a besoin de vérité, de courage et d'une vision nationale claire. Le dialogue peut être un outil puissant, mais sans rupture, sans ordre du jour contraignant et sans responsabilité politique, il restera un mot creux. Et pour terminer, 2026, le Congo continue à saigner. Félix Antoine Tshisekedi refuse le dialogue spectacle. L'opposition et les églises l'exigent, mais le peuple congolais, lui, n'attend plus rien. Il veut des routes sécurisées, des enfants aller à l'école, pas en fuite, de procès pour des bourreaux, des richesses qui doivent profiter à tout Congolais et à tout le niveau. Un ordre du jour contraignant, ce n'est pas un détail technique, c'est une révolution politique. 5 problèmes, 5 solutions mesurables, plus d'excuses. C'est plus simple que ça. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, vous l'aviez dit, le dialogue doit être permanent. Oui, le dialogue est nécessaire aujourd'hui plus que hier. Proposez l'ordre du jour. Chers membres de l'opposition, acceptez les chiffres, les gens sont en train de mourir, la pauvreté s'accentue, on ne doit pas continuer à bloquer la marche du gouvernement.
Nous devons continuer. Et tout ce qu'ils font là, c'est pour le pays. Chers princes des églises, soyez les garants implacables. Donc, critiquez là où il faut critiquer, apprécier là où il faut apprécier et encourager le développement. Il ne faudrait pas qu'on se mêle dans des histoires politiciennes. La nation congolaise vous regarde. Le prochain dialogue sera votre jugement. Enfin, la décision d'avoir un dialogue intercongolais n'appartient pas seulement au pouvoir. Elle concerne toute une génération, toute une société, toute une mémoire collective. D'un regard sur la République démocratique du Congo, nous croyons qu'un pays ne se développe pas dans le silence, mais dans une vérité, dans le courage et dans la lucidité. Encore une fois de plus, merci d'avoir pris le temps de réflexion avec nous. N'hésitez pas à partager, commenter et poursuivre le débat. À très bientôt donc pour un nouveau regard critique sur la République démocratique du Congo, d'un regard sur la République démocratique du Congo, parce que regarder un pays en face est déjà un acte politique. C'est tout donc pour aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs. C'est tout ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode de Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City. En attendant, ciao.